Le concept de mémoire nous semble assez intuitif. Il s'agit de la capacité de stocker des informations sur des expériences particulières et de les reconstruire ultérieurement grâce à la récupération de la mémoire. Mais où et comment ces informations sont-elles stockées à l'intérieur du cerveau, au niveau physique ? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'idée d'un engramme, une unité fondamentale de la mémoire physique, ainsi que les principes biologiques et computationnels qui régissent la formation et la liaison des souvenirs. Si cela vous intéresse, restez attentifs, tout le monde. L'étude de la mémoire remonte au début du XXe siècle, lorsque le biologiste allemand Richard Simmons a inventé le terme engramme pour désigner les changements physiques qui se produisent dans le cerveau après l'apprentissage ou une expérience. Il envisageait que, une fois formé, l'engramme, quoi qu'il soit, devienne dormant et puisse être réactivé par des expériences similaires ou des parties de l'événement original. Cette réactivation est ce que nous vivons comme rappel de mémoire. Cependant, remarquez que la formulation originale dans la définition de Simmons est très vague. Elle ne nous dit pas grand-chose sur la nature biologique de ces changements durables. Au fil des décennies, on a découvert que le cerveau est composé de cellules nerveuses qui génèrent des impulsions électriques codant les stimuli entrants. Les souvenirs doivent donc être stockés sous forme de changements dans les schémas de communication entre les neurones. Avant d'approfondir ces changements, discutons de la manière dont nous pouvons étudier la formation de la mémoire en premier lieu. Pour étudier ce qui se passe dans le cerveau pendant l'encodage de la mémoire, nous avons besoin de deux éléments essentiels, une tâche comportementale appropriée et un moyen de surveiller expérimentalement les changements qui se produisent dans le cerveau. Lorsque vous travaillez avec des sujets humains, vous pouvez leur demander explicitement s'ils se souviennent de quelque chose ou non. Cependant, examiner le niveau des cellules individuelles n'est possible qu'avec des organismes modèles tels que les rongeurs, et ils ne peuvent certainement pas vous dire ce dont ils se souviennent. Pour résoudre ce problème, nous pouvons utiliser une conception expérimentale astucieuse. L'une des configurations expérimentales les plus populaires est appelée paradigme de conditionnement de la peur. Il existe de nombreuses variations, mais l'idée principale est que la mémoire est définie comme la formation d'une association entre deux stimuli, un stimulus neutre, également appelé stimulus conditionnel, par exemple un son ou un contexte spatial, et un stimulus aversif ou inconditionnel, par exemple une légère décharge électrique. Pendant l'entraînement, le son et le choc sont présentés simultanément ou avec un court délai, et l'animal apprend à associer le stimulus neutre précédemment présenté à la douleur. Les FPS de ce conditionnement sont généralement testés le lendemain, lorsque la souris est présentée de nouveau au stimulus conditionnel. Si la souris se fige en réponse à ce stimulus, et que l'immobilité est un mécanisme de défense, cela signifie que la mémoire associative a été formée avec succès, car l'animal peut se rappeler que ce son mène à la douleur. J'ai utilisé ici l'exemple d'un signal sonore comme stimulus conditionnel, mais il est également possible d'associer le choc électrique à presque n'importe quel type de sensation, comme un contexte spatial particulier ou une odeur. Maintenant, nous devons trouver un moyen de voir expérimentalement la formation de la mémoire. Étant donné qu'il s'agit d'un processus biologiquement complexe, de nombreux changements se produisent au niveau des cellules nerveuses, allant des modifications de l'ADN à la synthèse de nouveaux récepteurs. Tout comme toutes les cellules, les neurones contiennent de l'ADN, un ensemble d'instructions génétiques sur les protéines à produire et sur la manière de les produire. Il s'avère qu'il existe une classe très spéciale de gènes appelés gènes immédiatement précoces qui s'activent rapidement et sélectivement dans les neurones subissant des changements plastiques lors de l'apprentissage. Ces gènes, les deux plus courants étant FOS et ARC, effectuent de nombreuses choses différentes au niveau moléculaire, régulant la quantité de récepteurs de neurotransmetteurs et induisant la plasticité synaptique, dont les détails ne sont pas entièrement compris. Cependant, pour nos besoins, vous pouvez considérer ces gènes comme des marqueurs de l'encodage de la mémoire, déclenchant la cascade de changements liés à l'apprentissage. Cependant, l'expression génique elle-même n'est pas quelque chose que nous pouvons observer et mesurer facilement. L'idée est d'associer fonctionnellement l'activation de ces gènes immédiatement précoces à un processus de marquage quelconque pouvant être observé avec notre boîte à outils expérimentale. Par exemple, il est possible d'injecter des cellules avec un virus inoffensif capable de modifier génétiquement les neurones en diffusant des fragments d'ADN contenant un gène codant pour une protéine fluorescente. Ces fragments d'ADN portent également une région spéciale appelée promoteur, qui contrôle essentiellement si le gène de la protéine fluorescente est activé ou désactivé. Importantement, cette région promoteur est identique au promoteur du gène FOS, contrôlant son expression dans les cellules intactes. Par conséquent, la production de cette protéine et l'expression du gène FOS sont étroitement liées. Ainsi, chaque fois que le premier gène s'active pour effectuer ces changements liés à l'apprentissage, le gène de la protéine fluorescente s'active également, et nous pouvons voir visuellement les neurones responsables de l'encodage de la mémoire car ils brillent sous le microscope. Plutôt cool, non ? Mais il y a un très gros problème avec cette configuration simple que je viens de décrire. Il est impossible de réaliser le conditionnement de la peur juste après la chirurgie, car les animaux doivent récupérer et le virus doit se propager, ce qui peut prendre plusieurs semaines. Comme il est impossible de dire exactement quand la modification se produit, lorsque vous placez un animal dans l'appareil expérimental, il a peut-être déjà formé une multitude d'autres souvenirs, par exemple en restant dans sa cage.
Ainsi, sous le microscope, vous verriez de nombreux neurones lumineux marqués par les gènes immédiatement précoces, et il serait impossible de dire lesquels correspondent à la mémoire associative qui nous intéresse. Idéalement, nous devons être en mesure de contrôler le moment de ce processus de marquage et de l'activer de manière transitoire pendant la durée de l'expérience pour isoler l'engramme pour sa mémoire de signal. Il existe plusieurs approches qui permettent de régler ce problème, mais je ne vais pas les décrire en détail. En résumé, il est possible de modifier génétiquement cette machinerie génétique pour la rendre inactive et ne s'activer qu'en présence ou en absence d'un certain composé chimique. Ainsi, une configuration simplifiée globale pourrait ressembler à ceci. Tout d'abord, nous avons une souris transgénique avec un système de mémoire inactif, de sorte qu'aucun de ses neurones ne brille. Pour effectuer une tâche de conditionnement de la peur, nous la retirons de sa cage, l'installons dans l'environnement d'entraînement, lui administrons le médicament pour activer le système de marquage, puis associons le choc électrique à un son à l'intérieur du cerveau. Lorsque ce souvenir particulier est formé, certains des neurones subissent des modifications contrôlées par le gène fausse pour coder cette expérience, ce qui entraîne l'expression de protéines fluorescentes dans un sous-ensemble de neurones impliqués dans l'encodage de la mémoire. L'effet du médicament s'estompe rapidement, donc même si la souris forme certainement de nouveaux souvenirs en se reposant dans sa cage par la suite, aucun nouveau neurone n'est marqué avec les protéines fluorescentes. Ainsi, nous pouvons maintenant regarder sous le microscope et voir l'engramme nouvellement formé. En fonction des modifications génétiques supplémentaires, il est possible d'interroger ces neurones codant la mémoire pour découvrir les propriétés de la trace mnésique, appelée tag, et d'utiliser des approches de manipulation, comme nous le verrons bientôt. L'une des premières choses intéressantes à tester est ce qui se passe avec ces neurones de l'engramme pendant le rappel de la mémoire. Rappelez-vous que, selon la définition visionnaire de Salmon, un engramme peut être réactivé par des stimuli similaires à l'expérience originale. En effet, lors du rappel de ce souvenir le jour du test, le même ensemble de cellules de l'engramme s'active. Mais est-ce que l'activation de ces neurones cause réellement le rappel du souvenir, ou le uractivation n'est-elle qu'un sous-produit du rappel? Il s'avère que si nous supprimons sélectivement leur activité pendant l'essai de test ou même si nous détruisons ces neurones marqués, la souris ne présentera aucun signe d'immobilité lorsqu'elle sera présentée au stimulus conditionnel. Cette perturbation affecte uniquement le souvenir de la peur conditionnée et les souris ne montrent aucun déficit dans le rappel d'autres souvenirs. Et si nous supprimons le même nombre de neurones aléatoires qui ne sont pas marqués comme neurones de l'engramme, cela n'affecte pas le rappel du souvenir appris. Les animaux se figent toujours en réponse au son, comme auparavant. Tout cela indique que l'activation de ces neurones spécifiques est nécessaire pour le rappel de la mémoire. Ils sont donc responsables du stockage de cette information particulière. De plus, si nous les activons sélectivement en l'absence du stimulus conditionnel, la souris se figera même si rien d'associé au choc ne lui est présenté. L'activation des neurones de l'engramme est non seulement nécessaire, mais elle est également suffisante pour induire le rappel d'un souvenir. Des résultats similaires ont été obtenus dans d'autres paradigmes de mémoire, lorsque les souris ont appris à associer des stimuli conditionnels à des récompenses plutôt qu'à la douleur, ce qui suggère que ces principes de réactivation de l'engramme ne sont pas propres aux souvenirs de peur. Jetons un coup d'œil plus attentif à la façon dont les engrammes se forment en premier lieu. Une expérience peut généralement activer un grand nombre de neurones, et il peut y avoir des motifs d'activité interne en arrière-plan. Pourtant, seule une petite proportion de ces neurones actifs finit par être choisis pour faire partie de l'engramme. Qu'est-ce qui détermine quels neurones vont être impliqués dans la mémoire? Y a-t-il un processus de sélection? Si oui, pouvons-nous intervenir expérimentalement pour contrôler les neurones qui sont alloués à l'engramme? La réponse courte à ces deux questions est oui, mais commençons par faire quelques observations. Considérons l'amygdale, un centre émotionnel du cerveau qui joue un rôle clé dans de tels paradigmes de conditionnement de la peur. Bien que la majorité des neurones de l'amygdale reçoivent des stimuli, il existe des sous-populations spécifiques qui deviennent activées lors de l'apprentissage et qui sont nécessaires à la formation du souvenir. Par exemple, l'activation de certains neurones de l'amygdale pendant le conditionnement de la peur a été liée à la formation d'une mémoire de peur spécifique. Il a été montré que ces neurones activés sont plus susceptibles de développer des connexions synaptiques et des changements durables dans leur activité. En d'autres termes, les neurones qui s'activent pendant l'apprentissage ont une probabilité accrue de devenir des neurones de l'engramme. Cette sélection se produit à plusieurs niveaux, allant de l'activation des récepteurs des neurotransmetteurs spécifiques à des signaux moléculaires et épigénétiques qui modulent l'expression des gènes et la plasticité synaptique. Ainsi, l'activité neuronale pendant l'expérience d'apprentissage peut influencer la probabilité qu'un neurone donné fasse partie de l'engramme. Cependant, il convient de noter que la formation d'un engramme est un processus dynamique et que les ensembles de neurones actifs peuvent changer avec le temps. De nouvelles expériences peuvent renforcer ou perturber les connexions synaptiques, influençant ainsi la composition des engrammes. De plus, l'activation de l'engramme lui-même peut conduire à des changements moléculaires et structurels supplémentaires qui renforcent ou affaiblissent la trace mnésique. Tout cela contribue à la plasticité de la mémoire et à sa capacité à être modifiée au fil du temps. En résumé, le concept d'engramme représente l'idée fondamentale d'une unité de mémoire physique dans le cerveau.
Il s'agit d'un ensemble spécifique de neurones qui sont activés et modifiés lors de l'apprentissage, et qui sont responsables du stockage et du rappel des souvenirs. L'activation de ces neurones de l'engramme est nécessaire pour le rappel de la mémoire, et elle peut même suffire à induire le rappel d'un souvenir. La formation des engrammes implique un processus de sélection des neurones actifs, influencé par l'activité neuronale et les signaux moléculaires. Cependant, la formation des engrammes et la plasticité de la mémoire sont des processus dynamiques qui peuvent être modulés par de nouvelles expériences et des changements synaptiques supplémentaires. Ces découvertes nous permettent de mieux comprendre les bases biologiques de la mémoire et ouvrent la voie à de nouvelles recherches sur les mécanismes sous-jacents de la formation, du stockage et du rappel des souvenirs. Cette synthèse aborde le sujet de la formation de souvenirs dans le cerveau et la façon dont ils sont stockés et interconnectés. Les chercheurs ont découvert que les souvenirs sont représentés par des engrammes, qui sont des groupes de neurones activés lors de l'encodage d'un souvenir. Une caractéristique importante des engrammes est leur sparsité, c'est-à-dire que seule une petite proportion de neurones est allouée à un engramme spécifique. La sparsité des engrammes est maintenue de manière constante grâce à différents mécanismes internes. L'un de ces mécanismes est la compétition par l'excitabilité neuronale. Les neurones les plus excitables ont plus de chances d'être recrutés dans un engramme, ce qui permet de contrôler l'allocation des neurones à la formation des souvenirs. Des expériences ont montré qu'en modifiant l'excitabilité des neurones, il est possible de contrôler où exactement un souvenir est stocké. Les inhibiteurs interviennent également dans ce processus en supprimant les neurones voisins qui pourraient concurrencer les neurones les plus excitables. Ainsi, la compétition entre les neurones est régulée et maintient la sparsité des engrammes. Il a également été découvert que les souvenirs ne sont pas stockés dans une seule région du cerveau, mais sont distribués dans plusieurs régions. Différentes parties du cerveau peuvent coder des aspects spécifiques d'un souvenir, tels que l'émotion associée, le contexte spatial et l'expérience sensorielle. La connexion entre les souvenirs est également importante pour le fonctionnement du cerveau. Les liens entre les souvenirs sont codés par le degré de chevauchement entre les populations de neurones des engrammes. Lorsque deux souvenirs ont des populations de neurones qui se chevauchent, les souvenirs sont liés et l'activation de l'un peut rappeler l'autre. Les expériences ont montré que la force du lien entre les souvenirs dépend du degré de chevauchement des populations de neurones. De plus, les souvenirs peuvent être liés par une co-récupération, c'est-à-dire lorsque les engrammes initialement non chevauchants sont réactivés ensemble à plusieurs reprises. Cela renforce le lien entre les souvenirs et permet leur interconnexion. En résumé, la formation et le stockage des souvenirs dans le cerveau sont régulés par la sparsité des engrammes et la compétition entre les neurones. Les souvenirs sont répartis dans différentes régions du cerveau et peuvent être liés les uns aux autres par le chevauchement des populations de neurones ou par une co-récupération répétée. Ces mécanismes permettent au cerveau d'utiliser et de relier les informations stockées pour former des concepts abstraits et des principes. Dans cette vidéo, nous avons vu comment les informations sur les expériences sont encodées sous forme de modifications synaptiques dans des ensembles plus restreints de neurones appelés traces mnésiques ou engrammes. Cette rareté des engrammes est hautement conservée et maintenue à des valeurs optimales grâce à une sorte de compétition où les cellules les plus excitées sont préférentiellement choisies pour être recrutées dans la trace mnésique. L'activation de ces neurones sélectionnés est à la fois nécessaire et suffisante pour la récupération de la mémoire, et en manipulant l'activité de ces cellules, nous pouvons évoquer des souvenirs, les supprimer et même créer de nouveaux souvenirs en l'absence d'expérience. On pense que les engrammes sont dispersés dans tout le cerveau, codant différents aspects de chaque expérience, comme des pièces d'un puzzle, et plusieurs engrammes peuvent être liés en partageant certains de leurs neurones. Cette liaison, appliquée à une multitude de souvenirs individuels différents, est susceptible de sous-tendre l'abstraction et les principes généraux de l'apprentissage. Comprendre le fonctionnement complexe des engrammes est crucial non seulement pour résoudre les mystères de la mémoire, mais aussi pour libérer le potentiel de nos propres capacités cognitives. C'est là qu'intervient notre sponsor d'aujourd'hui, Relent.org. Brilliant est une plateforme éducative innovante qui peut vous aider à progresser dans les domaines des STEAM de manière amusante.